Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va commencer cet espace commentaire par une question de John Te sur la maintenance des boosters de la Falcon 9. Quand on parle de maintenance pour les boosters de la Falcon 9, des pièces sont changées ou c'est juste des inspections? Bonjour John. À vrai dire, on n'a pas tant d'informations que ça sur les opérations qui sont conduites sur les boosters de Falcon 9 récupérés. On peut tout de même découvrir quelques tendances intéressantes si on regarde le temps que passent les différents boosters au sol entre chaque tir. Les toutes premières Falcon 9 à avoir été réutilisées ont fait leur premier vol en 2016 et leur second en 2017 ou 2018. Typiquement, elles ont passé entre 1 an et 1 an et demi au sol. Les Falcon 9 qui ont fait leur premier vol en 2017 ont été réutilisées en 5 à 8 mois, tandis que celles qui ont connu leur baptême de l'air en 2018, et notamment les Block 5, semblent être capables de voler à nouveau en 2 à 3 mois. Pour le moment, le record est détenu par une Block 4, celle qui a lancé TESS et la mission CRS-15. Elle n'a passé que 2 mois et 11 jours au sol entre ces deux vols. Quelles que soient les opérations de maintenance que SpaceX mène, elles sont donc de plus en plus efficaces. Le but affiché est de les limiter à de simples inspections entre chaque tir. Si l'entreprise veut pouvoir tirer un même booster 2 fois en 24 heures, ces inspections seront même plutôt superficielles. Mais comme on l'a vu mercredi, même une fusée aussi éprouvée que la Falcon 9 n'est pas à l'abri d'un imprévu. Après avoir lancé un nouveau vaisseau cargo avec succès vers l'ISS, le premier étage s'est mis à tournoyer dangereusement lors de sa redescente. Bien que les Merlins semblent avoir plutôt bien stabilisé le booster, le logiciel embarqué a pris la décision d'un amérissage pour éviter tout risque de crash sur une structure civile. Il semblerait que la faute soit à attribuer au système hydraulique qui manipule les grilles de contrôle en titane. C'est en tout cas le signe que même après les dizaines d'ajustements que SpaceX a apportés à sa fusée, la Block 5 n'est pas encore parfaite. Il paraît illusoire de l'avoir revolée après quelques heures d'inspection seulement. À mon humble avis, un objectif ambitieux mais néanmoins atteignable pour SpaceX serait de faire revoler un même booster en moins d'1 mois en 2019. Affaire à suivre. On va maintenant revenir sur les mesures de parallaxe avec la question de Shinishos. Quand on parle de mesurer la parallaxe d'une étoile, de quoi parle-t-on exactement? Bonjour Shinishos. Quand on parle de Gaïa, on parle en effet souvent de ces mesures de parallaxe. La parallaxe est le déplacement apparent d'un objet constaté lorsque l'observateur change de position. Tu peux très facilement te rendre compte du phénomène en plaçant un doigt devant ton écran et en fermant un œil. Si tu alternes entre œil gauche et œil droit, tu vas voir que ton doigt semble occuper une position différente par rapport à l'écran en arrière-plan. Ton cerveau se sert de ces deux points de vue légèrement écartés pour mieux estimer les distances, et Gaïa fait exactement la même chose avec les étoiles. L'Observatoire européen fait ce qu'on appelle des parallaxes annuels. Comme il est posté au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, il suit une trajectoire très similaire à celle de notre planète. Gaïa essaye donc d'observer un même objet tous les 6 mois, en janvier et en juillet par exemple. Le déplacement apparent de l'étoile va permettre d'estimer un angle entre l'étoile visée et les deux points d'observation. Comme on connaît la distance qui sépare le Soleil de la Terre, on a alors toutes les informations pour calculer la distance du Soleil à cette étoile. Une simple opération de trigonométrie. Bon, en réalité, les choses sont un peu plus complexes que ça. L'étoile a par exemple un mouvement propre. Elle se déplace sur la voûte céleste et ce déplacement doit être pris en compte dans les mesures. Il y a également des marges d'erreur dans les calculs de parallaxe, et malheureusement, une incertitude de parallaxe signifie une incertitude de distance bien plus importante. Les mesures de parallaxe de Gaïa seront bien meilleures pour des étoiles proches que des étoiles lointaines, une précision qui devrait se retrouver dans les estimations de distance. On change totalement de sujet puisqu'on va découvrir l'UR-700M avec la remarque de Baybar. Désolé, mais le plus grand lanceur envisagé jusqu'aujourd'hui est l'UR-700M soviétique avec 750 tonnes de fret utile. Bonjour Baybar, et merci de nous avoir fait découvrir ce lanceur dont nous n'avions jamais entendu parler Maxime et moi. Et après quelques recherches, il faut bien avouer que dans le genre méga lanceur, l'UR-700M se pose en haut du panier. Elle a été imaginée par les soviétiques dans la même optique que la Sea Dragon, permettre une mission habitée vers Mars. L'ingénieur Vladimir Tchelomey était même allé jusqu'à imaginer son vaisseau martien.
D'une masse de 1400 tonnes pour une longueur de 140 mètres et un diamètre de 20 mètres, ce vaisseau dénommé MK700 aurait été un véritable monstre. La moitié du vaisseau environ aurait été constituée d'un énorme étage d'injection en orbite de transfert vers Mars. Ce dernier aurait affiché une masse de 700 tonnes à lui tout seul. Dans le reste du vaisseau, on aurait retrouvé un module de service dans lequel aurait pris place l'atterrisseur martien et un moteur nucléaire pour les manœuvres orbitales martiennes. Des quartiers d'équipage se seraient étalés dans un module de 15 mètres de long et de 10 mètres de diamètre. L'équipage en question aurait décollé dans une capsule de type VA que les soviétiques avaient développée pour leur programme lunaire. C'est aussi elle qui aurait permis la rentrée atmosphérique du retour. À l'époque, on parle de la fin des années 60, début des années 70, les rendez-vous orbitaux n'étaient pas très bien maîtrisés. Les soviétiques avaient donc estimé leurs chances de succès plus élevées s'ils étaient capables de mettre l'ensemble du vaisseau en orbite en seulement 2 ou 3 tirs. D'où la nécessité d'une fusée absolument monstrueuse comme l'UR-700M. Celle-ci avait en effet été imaginée pour pouvoir placer une charge utile de 750 tonnes en orbite basse. Les difficultés inhérentes au projet ont fini par triompher de ce dernier. Comme les États-Unis, l'URSS n'avait aucune expérience des très longs séjours spatiaux, les prototypes de moteurs nucléaires n'étaient pas au point, et le coût général du projet s'annonçait pharaonique. Allez, on part se perdre dans l'immensité de l'univers avec la question de Tiber64. Bonjour, pourrais-tu nous parler du vide de Bouvier ? Bonjour Tiber. À l'échelle des superamas de galaxies, l'univers est localement hétérogène. Certaines de ces régions sont très denses et d'autres sont presque complètement vides. Le vide de Bouvier est une de ces régions où il n'y a pas grand-chose. Il s'agit d'un espace de quelques 300 millions d'années-lumière de diamètre qui ne regrouperait guère qu'une soixantaine de galaxies. Un volume de la même taille pris autour de la Voie lactée contiendrait au moins 10 000 galaxies. Si une des rares galaxies contenues dans cet espace accueille une civilisation intelligente, cette dernière a dû se croire au centre de l'univers pendant bien longtemps. La formation du vide de Bouvier et des structures de l'univers à très grande échelle est encore sujette à débat. L'explication la plus simple serait tout simplement de dire qu'il s'agit d'une région dont les bords offrent plus d'attraction gravitationnelle que le centre. Elle s'est donc peu à peu vidée, les bords devenant des amas de galaxies et le centre devenant un vide. Des petits vides ont aussi pu progressivement fusionner pour donner naissance à ces immenses régions de l'espace où il n'y a rien, ce qui donne à l'univers sa structure d'éponge constituée de vides et de filaments. Pour terminer cet épisode, on va prendre la question d'Erwan sur les méthodes indirectes. Parmi les méthodes indirectes, il y a aussi celle des pulsars. D'ailleurs, les premières exoplanètes ont été découvertes autour de pulsars en 1992. Bonjour Erwan, on a en effet hésité à aborder la méthode du timing des pulsars. Mais comme le dossier était déjà très long, on a fait l'impasse dessus. Elle est intéressante historiquement car elle a permis la première détection confirmée d'une exoplanète en 1992. Comme on l'a dit dans notre dossier de l'espace consacré aux pulsars, ces derniers sont de véritables horloges. Les pulsars millisecondes en particulier rivalisent avec les meilleures horloges atomiques. Tout comme la méthode des vitesses radiales ou la méthode astrométrique, la méthode de timing des pulsars cherche à mettre en évidence les mouvements de ces astres en réaction à la présence de planètes. Un pulsar orbité par une planète massive va valser de manière excentrée. Sa distance par rapport à l'observateur va donc légèrement varier au cours du temps, ce qui va à son tour impacter la régularité de ses flashs, la lumière ayant plus ou moins de distance à parcourir pour arriver jusqu'à nous. La méthode a le mérite d'être relativement simple à mettre en œuvre. Son potentiel de découverte reste cependant restreint. Les pulsars ne sont pas les objets les plus courants de l'univers. Seules 29 exoplanètes ont été découvertes de cette façon à ce jour, et ces exoplanètes représentent un intérêt limité dans la recherche de la vie. Le timing des pulsars reste cependant intéressant car c'est une méthode très sensible. Elle permet la détection de planètes bien moins massives que la Terre. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.